de poursuivre les activités de médiation comme celles de recherche. Alors, j'ai interpellé mes collègues de l'OMEC, l'Observatoire des médiations culturelles, et ce qui a fait que Louis Jacob, qui est ici, professeur de sociologie à l'UQAM, nous a pointé vers le travail en cours d'une étudiante qui dirige au doctorat et qui travaille sur son projet de doctorat porte sur le réseau en ligne de Couchsurfing. Alors, c'est autour de cette réflexion que porte Pauline Neveu que nous avons organisé la rencontre d'aujourd'hui. Elle est organisée en 3 moments, donc la présentation de Madame Neveu d'une durée de quelques minutes, suivie d'un panel avec Catherine Langlais, qui est chargée de recherche à Artenso, qui pilote justement la recherche de la résidence d'auteur au Cégep, et Louis Jacob, qui pilote aussi une deuxième recherche d'Artenso, initiée par Artenso, sur les résidences d'artistes dans les milieux de vie. Le panel va durer une vingtaine de minutes. Il va être animé par notre collègue Sylvain Martin, responsable de la recherche à Artenso. On prendra les questions des participants à la fin du panel et on terminera avec une présentation de notre espace collaboratif qu'on appelle la Maison virtuelle de la médiation culturelle que pilote ma collègue ici, Elsa Fortan. Alors, juste quelques informations d'usage avant de débuter. La session est enregistrée parce qu'on va l'archiver ensuite sur l'espace collaboratif. Alors, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, vous gardez votre caméra fermée. On vous demande de garder les micros éteints pendant l'échange. Si vous n'intervenez pas durant la période de questions, vous pouvez utiliser l'interface du chat en tout temps. Et pour le moment d'échange, merci de lever votre main physique ou d'utiliser la main virtuelle dans le bas de votre écran. Je vous indique que notre collègue Sarah Roger, ici, est notre ressource technique pour cette rencontre et que vous pouvez la joindre en tout temps via le chat. Alors, je vous présente maintenant Pauline Neveu, qui est candidate au doctorat de sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Comme je le mentionnais, sous la direction de Louis Jacob, elle y étudie le réseau d'hospitalité Couchsurfing, particulièrement le rapport au lien social que cette pratique de l'accueil entre inconnus implique. Elle est aussi coordonnatrice du réseau d'écoles doctorales en sociologie sciences sociales, REDOC, et membre du laboratoire de recherche ethnographique du Québec de l'UQAM. Alors, à toi la parole, Pauline, et bon échange tout le monde. Merci beaucoup. Alors, écoutez, simplement avant de commencer, je voudrais remercier Artenso pour cette invitation. Je suis très contente que cette présentation se fasse. Puis écoutez, j'espère qu'elle répondra à vos attentes. Sans plus tarder, je vais partager mon écran avec le PowerPoint de la présentation. Voilà. Arrêtez-moi s'il y a un problème, mais normalement, de mon côté, ça fonctionne. Alors très rapidement, les objectifs de cette présentation sont de mieux cerner les possibilités, mais aussi parfois les écueils scientifiques des terrains en ligne. Alors que, comme l'a précisé Eva plus tôt, les méthodologies en sciences humaines et sociales sont traditionnellement pensées par et pour des univers plutôt hors ligne, en fait. Je vais donner 3 temps. Ça ne défile pas, ok. Je vais donner 3 temps à cette présentation. Donc tout d'abord, on va s'intéresser aux défis épistémologiques que représentent un petit peu les terrains en ligne, les choix qui peuvent être faits, puis les choix que moi j'ai décidé de faire notamment dans ma recherche. Dans un second temps, je vais donc présenter le dispositif méthodologique que j'ai mis en place pour mon doctorat. Donc c'est une méthode un petit peu double, où il y a dans un premier temps une ethnographie de profil et dans un second temps des entretiens hors ligne. Vous vous en doutez, aujourd'hui on va plus se concentrer sur la première portion de cette méthodologie. Et enfin, dans la 3e section, je donnerai des exemples tirés de ma thèse de comment on fait pour analyser ces données numériques qualitatives. Et puis, ça permettra peut-être de mieux cerner les grilles d'observation que j'ai présentées dans la seconde partie. Bon, sans plus tarder, écoutez, passons aux différents enjeux épistémologiques.
Un débat qui a en fait animé la communauté scientifique, particulièrement dans les années 90, mais qui s'est poursuivi jusqu'en 2000. C'est tout simplement de savoir, est-il possible de créer des données en ligne? Est-ce que ce qui se passe en ligne peut être source d'informations spécifiquement pour les sciences humaines et sociales? Il y a deux réponses un peu polarisées qui ont vu le jour. Le postulat dit continuiste et celui de rupture. Alors, le postulat de rupture, vous allez rapidement comprendre, porte bien son nom. C'est une conception, en fait, qui considère que les environnements en ligne sont, par définition, un peu incomplets, en fait. Il leur manquerait de la coprésence, le passage à l'écrit, hein, surtout on se rappelle dans les années 90, pas nécessairement beaucoup d'audio ni de vidéo, hein. Le passage à l'écrit ferait perdre quelque chose, on n'aurait plus d'indices non-verbaux. En bref, des données en ligne seraient forcément incomplètes, imparfaites, voire même biaisées en fait. Pareil, si on se recontextualise à l'époque, Internet, c'était aussi l'usurpation d'identité, les gens qui se faisaient passer pour ce qu'ils n'étaient pas en ligne. Voilà, on pouvait mentir, etc. On manquait de contexte. Bon. On comprend pourquoi ce postulat s'appelle le postulat de rupture, hein, parce qu'en fait, ça part du principe que le monde en ligne a très peu de choses à voir avec le monde hors ligne, et ça débouche quasiment sur une sorte de réification en fait du monde social, du monde en ligne, pardon. C'est-à-dire qu'on le considère un petit peu comme cohérent, sans contradiction, cette espèce de petite bulle, ce qui était appelé le village global aussi, je crois, à une époque, hein, l'image du village, mais donc par défaut incomplet et spécifiquement pour des études qualitatives. Si ça c'est le postulat de rupture, vous l'aurez compris je pense, le postulat continuiste c'est son direct opposé. Les partisans de ce postulat favorisent en fait l'observation inverse, qui est de dire que au contraire, si on arrête de considérer les environnements en ligne comme des espaces un peu unidimensionnels, un petit peu clos, en fait, ces derniers sont tout aussi riches pour les sciences de l'observation directe, donc sociologie et anthropologie notamment, pour nous donner des informations sur la réalité sociale. Et que la réalité sociale, ce n'est pas la coprésence, ce n'est pas le non-verbal, que ça peut passer par bien d'autres médiations. Bon. Un résumé, une citation qui résume très très bien, je pense, ce postulat continuiste. C'est une citation de Madeleine Pastinelli, dont vous avez l'ouvrage, elle a écrit une thèse, puis c'est devenu un ouvrage, Des souris, des hommes et des femmes au village global. Elle a étudié, ça a été une des pionnières au Québec, à étudier le clavardage en ligne, en fait, les gens qui se connectent pour parler à d'autres. Et donc, elle a fait de l'ethnographie en ligne. Pastinelli écrit, j'ouvre les guillemets, « En l'occurrence, on peut faire l'hypothèse que le travail d'enquête, prenant pour objet ce qui se joue en contexte électronique, pourra alors se situer dans le prolongement d'une démarche de terrain, ayant d'abord pour objet l'univers, l'expérience, l'histoire et les pratiques de gens dont la vie se joue largement hors ligne, et que dans ce cadre, la démarche d'enquête ne sera ni plus ni moins problématique que sur un autre terrain. » Voilà, ça c'est le postulat continuiste. Donc, ça nous rappelle un petit peu que c'est la démarche scientifique d'observation qui fait la donnée et non pas les terrains qui sont mobilisés, hein. Et puis, on comprend, je pense, à ce stade-ci de la présentation, que si on veut faire de l'ethnographie en ligne ou une quelconque observation en ligne, on est par défaut continuiste, n'est-ce pas? Difficile d'être de rupture et de dire, oui, on peut dire quelque chose des mondes sociaux en observant en ligne. Bon. Alors, on l'a compris, on adhère au postulat continuiste maintenant, du moins j'espère, et ce postulat nous rappelle un petit peu aussi qu'il est nécessaire d'intégrer la technique des phénomènes sociaux qui intriguent la sociologie, par exemple, au cœur de l'observation de ces phénomènes. Hein. Donc ça réinsuffle la technique dans la méthodologie.
dans ce cas-là, une des choses qu'on peut se demander, c'est d'accord, mais comment est-ce qu'on pense conceptuellement ce qui est en ligne? Comment est-ce qu'on pense des environnements qui quand même n'ont pas nécessairement grand-chose à voir comme ça au premier abord avec ce qui se passe hors ligne? Une branche de la littérature a décidé d'appliquer en fait le concept de dispositif aux environnements en ligne. Bon, c'est la branche que j'ai décidé de présenter parce que c'est celle à laquelle je souscris et puis c'est la plus pertinente pour ce que je vais présenter par la suite. Alors, dispositif, de manière intéressante, c'est un concept qui a été emprunté à la pensée de Foucault à la base, donc un concept qui a été forgé bien avant Internet, qui n'était pas du tout pensé pour des environnements en ligne au début. Une des définitions les plus opératoires qui a été forgée, c'est celle d'Agamben, qui dit « J'appelle dispositif tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. » Je vous mets la citation si vous voulez la voir. Appliquer ce concept-là sur des environnements en ligne, ça nous aide énormément, vous allez voir, à calibrer l'observation qu'on en fait. Pour exemple, je vous ai mis deux exemples de dispositifs complètement différents, Facebook d'un côté et TikTok de l'autre. On peut voir déjà juste intuitivement à quel point la forme, ce qui est aussi appelé la morphologie des environnements en ligne, n'a rien à voir d'un réseau à l'autre. Et cette forme fait partie de l'observation, on le verra. Bon. Quelles conséquences épistémologiques on peut tirer de cette conception en termes de dispositifs? Dans un premier temps, les morphologies rendent visibles certains éléments. Je vais dire, TikTok, c'est assez extraordinaire. Il y a 2 bandes noires, puis simplement une image. C'est une mise en lumière du mouvement de l'image qui est pas anodine du tout, qui est extrêmement importante si on veut observer et étudier ce réseau-là. Les morphologies rendent visibles certains éléments. Obligatoirement, théoriquement, on est donc obligé de se dire, dans le même mouvement, parce qu'elles mettent en lumière certains éléments, certaines caractéristiques, elles en cachent d'autres. Hein. Elles en mettent d'autres dans l'invisible. Un exemple qui est tout à fait connu dans les études sur Internet, sur Facebook, c'est le fait que le bouton « Je n'aime pas » n'existe pas. Hein. Et Facebook refuse corps et âme de mettre ce bouton « Je n'aime pas ». Il y a eu des pétitions, enfin bref. C'est clairement, pourtant, les gens ne sont pas d'accord hors ligne sur plein de choses, et même en ligne. Mais ce bouton n'existe pas, donc le désaccord est invisibilisé par le dispositif qu'est Facebook. Donc, elles mettent en lumière certaines choses, ces morphologies, elles en invisibilisent d'autres. Et la troisième portion qu'on retire des dispositifs, c'est en fonction de ces jeux de mise en visibilité. Les internautes, en fait, modèlent leurs actions, oui, donc le dispositif oriente, hein, on se souvient de la définition que j'ai donnée précédemment, mais aussi réemploie, s'approprie de manière peut-être des fois divergente les dispositifs. Et donc là, il y a toute la dimension des usages qui vient obligatoirement. S'il y a un dispositif en ligne, il y a forcément un usage qui lui est associé. Hein. Ça va être important pour l'analyse pour la suite. D'accord. On a compris que le en ligne et le hors ligne étaient en continuité. On vient de voir comment cette continuité oblige à prendre en compte la technique, par exemple sous le concept de dispositif, et que ces dispositifs mettent l'information en visibilité ou en invisibilité en l'occurrence. La prochaine étape, ça va être de se dire, d'accord, mais comment est-ce que je crée une méthodologie avec ça en fait? Quel type de méthode on peut forger avec ces préceptes épistémologiques, tout simplement? Alors, avant de passer aux exemples de ma recherche de terrain, je veux juste dire rapidement, parce que c'est pas le sujet de la présentation, mais si on part du principe qu'on est capable de faire une ethnographie en ligne,
ce n'est pas parce qu'elle est en ligne, n'est-ce pas, que ça nous dispense de réflexions tout à fait classiques sur l'ethnographie. Il faut se demander si ce qu'on veut faire, c'est une observation participante, si c'est une description dense, peut-être on voudra faire de l'ethnométhodologie, de l'analyse de discours, de forums. On n'est pas du tout dispensé de toute cette portion-là, hein, n'est-ce pas? Mais là, le but de la présentation, c'est de présenter un peu la caractéristique spécifique des environnements en ligne et des méthodologies en ligne. Donc, je ne m'y attarde pas, mais ça peut être quelque chose d'abordé dans les questions, bien sûr. Alors, quel type de dispositif méthodologique on peut mettre en place quand on veut faire de l'observation en ligne? Moi, j'ai étudié des profils spécifiquement, hein, profils en ligne sur Couchsurfing. Je vais vous montrer à quoi ressemble un profil lambda. Ok, il y a eu... Bon, tant pis. Un petit saut de diapositive. Un profil lambda, alors ça ressemble en fait à ça sur Couchsurfing. Très bien. Au premier abord, on peut se sentir un petit peu décontenancé. Il y a plein d'informations, il y a énormément de morphologie, de dispositifs. Intuitivement, on est attiré un petit peu par la lumière, le cadre vert, la photo. Pour les personnes qui ne connaissent pas, ça, ce sont des sections sur lesquelles on peut cliquer, là, ce que j'indique avec ma souris. Donc, on voudrait intuitivement d'abord cliquer sur ça, etc. Tout comme on n'irait pas, à part si on fait de l'inductif strict et de la théorisation ancrée, mais tout comme pour observer hors ligne, on n'irait pas sans grille d'observation, c'est la même chose qui se passe en ligne. On ne peut pas observer de façon sauvage, un petit peu à tout va. Il faut discriminer ce qui nous semble intéressant et ce qui va nous aider le plus à répondre à nos questions. Pour exemple, moi, la grille d'observation méthodologique que j'ai mise en place, pour la première section du profil sur Couchsurfing, elle observait simplement 4 éléments dans cette section-ci. La disponibilité des membres, donc en fait, est-ce que les membres disent qu'ils veulent rencontrer d'autres gens ou pas? Est-ce qu'ils sont ouverts à créer un lien social avec des personnes du réseau? Les avis, donc rapidement, Couchsurfing en fait fonctionne comme eBay, comme Airbnb, avec tout un système de commentaires des autres membres de la communauté. Donc leur nombre, et puis notamment leur nombre de positives, est quelque chose que je voulais observer. Si le profil est vérifié ou non, je reviendrai plus tard, c'est un de mes exemples d'analyse sur ce qu'est la vérification. Et la photo. Quand je décide d'observer avec un regard un peu d'ethnographe, au début, je n'observe que ça sur un profil d'hypothétique enquêté. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas y revenir peut-être par la suite, ce qui ne veut pas dire que je ne pourrai pas le revoir, mais il faut créer une rigueur d'observation dans une certaine mesure. Là, vous remarquez que c'est beaucoup des choses qui relèvent du visuel, un petit peu, hein, la disponibilité, la vérification, etc. Mais bien sûr, des textes peuvent tout autant être observés et lus, ou compris dans leur sens, ou compris dans leur forme, mais ils font autant partie de l'analyse. Moi aussi, par exemple, vous voyez, mes 2 autres unités d'analyse sur cette première page du profil, c'était pourquoi les gens sont sur le réseau. Donc, le texte justifiant ou expliquant plutôt à la communauté pourquoi ils sont sur le réseau, et puis leur description d'eux-mêmes. Petite ficelle que je trouve intéressante, on remarque que le 5 est en dessous du 6. Quelque chose qui, je pense, est important quand on veut essayer d'obtenir un regard ethnographique en ligne, c'est d'essayer légèrement de, entre guillemets, briser ce que le dispositif aimerait qu'on fasse. Donc là, par exemple, agir de manière un petit peu diachronique, d'abord lire la partie « Pourquoi je suis sur Couchsurfing » plutôt que la description de soi, permet de se souvenir que je ne lis pas un profil en tant qu'usagère, je ne lis pas un profil au fil de l'eau en suivant le dispositif, mais bien en tant qu'ethnographe. Donc ça pousse encore plus vers l'observation méthodologique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le sens des textes, pour terminer, était voilà, tout aussi important dans l'observation. Ça, c'est la première grille.
Hein. Bon, le profil est très long, j'ai pas mis l'entièreté de ce que j'ai observé, ça me fera plaisir d'y répondre dans la section de questions, c'est juste une portion de cette grille d'observation qui, selon moi, pouvait répondre à ma problématique sur le lien social. On remarque que ça se concentre beaucoup sur ce qui est mis en lumière. Hein, pour l'instant, on ne cherche pas ce qui est dans l'ombre, on ne cherche pas ce qui est invisibilisé par le dispositif. Et ça se concentre aussi beaucoup sur l'usage. Même des choses comme la disponibilité, même des choses comme la photo, c'est comment les gens utilisent, se décrivent, etc. Donc il y a une préférence, une tendance dans cette grille de se concentrer sur ce qui relève de l'usage et ce qui relève de ce qui est mis en lumière. Mais on le sait avec les préceptes épistémologiques que j'ai présentés plus tôt, il faut bien qu'on capte quand même ce qui relève aussi du dispositif, de la morphologie, et ce qui relève de l'ombre, du côté obscur, on va dire, de ce qui est invisibilisé sur le profil. Pour ça, il y a une deuxième grille d'observation qui est mise en place et qui vise en fait à vraiment désolidariser ce qui relève de la technique et ce qui relève de l'usage. Pas besoin de tout lire ici, c'est simplement un exemple de ce qu'on peut forger comme outil technique quand on fait une méthodologie en ligne. Mais vous voyez bien, il y a d'un côté la technique, d'un côté l'usage, et puis on essaye de répertorier en fonction de différentes choses qui sont transversales à observer dans un profil. Donc par exemple, la ligne éditoriale, la morphologie du profil, qu'est-ce qu'elles nous disent de l'usage pour la captation de l'attention. Vous voyez comment on essaye intellectuellement de désolidariser les deux pour pouvoir les observer. Et cette grille-là, elle permet beaucoup plus de capter ce qui est structurel, si j'ose dire, dans le profil, quoi. Ce qui est caché, ce que les gens ne font pas, ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils ne mettent pas, et puis ce que le dispositif, lui, aimerait qu'il se passe. Hein. À noter que, et ça vient aussi de la pensée de Foucault, le dispositif peut avoir une certaine intention, entre gros guillemets, ça ne veut pas dire que ses conséquences sont suivies, et puis des fois, ça peut avoir des conséquences complètement imprévues par le dit dispositif. Hein. Donc là, en l'occurrence, les gens qui font les profils, la manière dont c'est organisé, ou les réseaux sociaux en général. Bon, donc, on a fait nos outils de méthode, hein, on a nos deux grilles qui essayent bien de capter les morphologies et leur appropriation. Maintenant, on se dit, très bien, qu'est-ce que je fais avec les données que j'ai pu constituer en ligne? Je vais boire un petit peu. Deux exemples. J'ai opté pour deux exemples qui sont tous les deux de nature analytique un petit peu différent pour montrer comment on peut jouer un peu avec les grilles et avec la donnée qu'on produit. Le premier exemple, comme je l'avais un petit peu mentionné, c'est celui qui se concentre sur la vérification dans l'architecture du profil Couchsurfing. En deux mots, qu'est-ce que la vérification? En fait, pour avoir le label, l'étiquette vérification sur son profil, les couchsurfers sont tenus de payer quelque chose au réseau, donc c'est, si ma mémoire est bonne, 25 $ US, etc. C'est optionnel, hein, l'usage du réseau est majoritairement gratuit, mais on peut, si on veut obtenir la vérification, payer ces 25 $. Il s'agit d'un élément que le site décrit comme un gage de fiabilité. C'est quelqu'un à qui on va pouvoir particulièrement faire confiance, selon le discours officiel du réseau, une personne qui a payé pour faire la vérification. Et ce qui s'appelle vérification, si ma mémoire est bonne, c'est vérification de l'adresse et vérification du téléphone. C'est ces deux éléments-là qui sont vérifiés. Voilà. Et donc, on dit, ce membre-là, on peut plus lui faire confiance qu'aux autres, dans une certaine mesure. Donc, ça se traduit complètement dans la morphologie en ligne, parce que si vous voyez l'exemple que j'ai mis à l'écran à gauche, la vérification implique en fait cet énorme rectangle vert. Quand on n'a pas la vérification, ce rectangle n'est pas là.
la vérification ajoute cette petite encoche aussi, et il y a marqué, hein, comme vous le voyez ici, profil vérifié, paiement vérifié, téléphone vérifié, etc. Donc, si on suit un petit peu la grille technique, la deuxième grille que j'ai présentée, il y a énormément d'informations. La couleur verte, déjà, la place visuelle, hein, dans la charte graphique de cette vérification est assez énorme. C'est sur la première page. Elle est mise en avant par de l'écrit, par des indices visuels. Ensuite, pour celles et ceux qui déjà commencent à avoir le regard de l'ethnographe en ligne, on remarquera que le vert, la couleur verte de cet encadré est le même que le vert des avis positifs. Donc, on peut supposer qu'il y a un lien symbolique, visuel en tout cas, et peut-être symbolique, qui est fait par la morphologie entre une expérience positive, une rencontre positive sur le réseau, et la vérification, le paiement en fait, au site. Pour vous donner un petit peu un esprit de comparaison, je vous mets à l'écran le profil tel qu'il était en 2014. Donc, vous ne pouvez pas bien le voir, mais là, ce qui est encadré en rouge, ce que j'indique avec ma souris, c'est la vérification à l'époque. Rien à voir. Rien à voir, ce n'est qu'une petite ligne verte, rien à voir avec ce qui est marqué de l'autre côté, n'est-ce pas, sur le profil tel qu'il est aujourd'hui. Bon. Ça, c'est ce que nous dit la deuxième grille, plus structurelle. Lorsque moi, j'ai observé les profils de mes enquêtés, bon, je me rends compte qu'en fait, pas tant de personnes que ça ont la vérification. Même des membres qui ont énormément d'expérience et qui utilisent fréquemment le réseau. Bon. Et puis finalement, dans les entretiens, je découvre que cette vérification qui est tellement mise en avant par le dispositif, en fait, n'est pas un élément qui rentre en compte pour constituer un lien social. Il y a donc un décalage entre le dispositif et l'usage qui en est fait. Hein, là, c'est vraiment un exemple d'un élément qui est extrêmement mis en visibilité. Ça, d'ailleurs, je vous mets à l'écran une des pages du site qui invite encore plus à se faire vérifier. On trouve des hébergeurs plus facilement, etc. Avec finalement la manière dont l'utilisent les gens et ce qu'en disent les gens. Je vous mets un petit verbatim d'un enquêté qui, lui, me dit carrément « Non, mais je ne regarde pas du tout. En fait, je ne regarde pas. Et puis même, c'est vraiment récemment que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres vérifications. » Alors, souvenez-vous, la place que prend pourtant cette vérification dans le profil. Et l'enquêté dit « Vraiment, il y a longtemps que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres vérifications. Pourtant, il va sur les profils tous les jours. » Vous voyez, comment on peut, je ne vais pas faire l'analyse là, mais comment on peut forger une analyse ici. Alors, parce que c'est intéressant, puis peut-être les sociologues aiment bien quand il y a des décalages et des négociations. J'ai pris un exemple où dispositif et usage ne se recouvraient pas, mais à noter que c'est tout aussi intéressant si les deux sont en cohérence. Les couchsurfers auraient des discours et des attitudes où la vérification serait centrale, l'analyse pourrait tout autant s'en nourrir. Hein, ce serait tout autant fascinant de se dire mais pourquoi la vérification est si importante alors que le réseau est gratuit, pourquoi les gens acceptent de payer, pourquoi... Bon. Premier exemple du genre d'analyse qui peut être fait avec voilà, là une collaboration entre en ligne et hors ligne. Le deuxième exemple que je vais vous présenter a plus trait aux usages et à comment les usages peuvent un peu tordre les dispositifs ou réemployer les dispositifs en fait. Je pense spécifiquement à une pratique que j'ai appelée la pratique des mots de passe sur Couchsurfing, sur les profils. Alors, qu'est-ce que j'appelle mot de passe? En fait, en observant les profils des enquêtés, j'ai réalisé que une bonne portion avaient en fait dans leur profil un petit peu camouflé, caché, un mot de passe qui était à mettre dans la demande d'hébergement par les personnes qui lisent le profil. Donc, les personnes qui veulent rentrer en contact en fait avec eux. Je vous donne un exemple à l'écran.
Vous voyez la phrase soulignée en rouge. Là, en gros, c'est quelqu'un qui dit « Pour être certaine qu'on ne reçoit pas un message copié-collé de quelqu'un qui veut voilà, nous rencontrer, mais qui envoie des messages copier-coller à tout le monde, eh bien, vous devez mettre dans votre requête un mot de passe. Et le mot de passe, en l'occurrence, c'est Koneko. Bon, même si je n'avais pas eu les entretiens, il y a, ne serait-ce que dans ces petites observations-là, énormément d'analyses qui peuvent être tirées. Par exemple, on peut déjà se dire que les internautes considèrent que les systèmes de hiérarchisation des profils, donc par exemple comme la vérification que je vous ai présentée plus tôt, la manière dont le dispositif filtre et hiérarchise les profils est imparfait, puisque eux-mêmes considèrent qu'il est nécessaire de créer un système de vérification hors architecture de profil. Vous voyez, s'ils faisaient confiance au réseau, ils ne demanderaient pas aux gens de mettre des mots de passe dans les demandes de mise en contact. Donc, c'est déjà un indice que les gens se disent, tiens, le dispositif est faillible, le dispositif est imparfait. Et puis, deuxième donnée, on va dire, parce qu'en l'occurrence, dans les messages, le mot de passe revient souvent en étant associé à l'idée de copier-coller. L'idée de personnalisation, l'idée que quand on m'envoie un message sur Couchsurfing pour rentrer en contact avec moi, il faut que ce soit un message taillé pour moi, pour mon caractère unique, etc. Ça a l'air d'être un critère moral extrêmement important pour cette communauté. Sans les entretiens, j'ai déjà tout ça dans mes observations de mots de passe. C'est beaucoup quand on y réfléchit au niveau analytique. Alors évidemment, moi, avec les entretiens, j'ai pu confirmer ces analyses-là, puis pousser un petit peu plus loin les considérations morales qu'il y avait derrière, et je me suis rendu compte qu'en fait, cette pratique du mot de passe, c'était aussi beaucoup pour apaiser des angoisses, voilà, d'utilitarisme, de « oh, on me rencontre, mais pas pour les bonnes raisons », en fait. Voilà. Un autre exemple qui, lui, se concentre un petit peu plus sur les usages, un petit peu moins sur la morphologie, mais qui, d'un point de vue analytique, est tout aussi riche, en fait. Ça termine cette partie d'analyse. J'aimerais clore un petit peu la section, comme je l'avais dit en introduction, en parlant des possibles écueils qu'il peut y avoir en ligne, qui sont peut-être accentués quand on est en ligne. Il y en a 3 principaux, à mon avis, qu'il faut éviter. Le premier, c'est ce que Léa Poutrain ont identifié comme étant la surabondance de preuves. Alors, souvenons-nous, si c'est le regard ethnographique qui crée la donnée, hein. Bon, rappelez-vous, quand je vous ai présenté le profil Couchsurfing brut, un peu, hein, sans la grille d'observation, mais il est possible de voir de la preuve partout, de voir de la donnée partout, dans la morphologie, dans les photos, dans les textes, ça vaut aussi hors ligne, hein, on s'entend, mais il est très possible, je pense, de tomber dans de la surinterprétation quand on est en ligne, parce qu'il y a une masse vraiment de données un peu stabilisées en plus, hein, contrairement à une interaction, un profil, on peut y revenir, il a peut-être changé, mais c'est moins probable. En tout cas, sur Couchsurfing, c'était comme ça. Et donc, faut être vigilant un petit peu à pas voir de la preuve partout. Et c'est pour ça que, là, je pense, les grilles d'observation systématique préviennent contre ce biais. Deuxième écueil possible, c'est l'illusion de la transparence de la donnée. Alors, toute personne qui fait une démarche strictement inductive, qui fait de la théorisation ancrée, même vous le dira, il n'y a pas de données brutes. Hein. Il y a toujours un travail de création de données. Mais parfois, et peut-être particulièrement en ligne, quand on étudie des réseaux ou des profils, on peut avoir l'illusion que la donnée est transparente parce qu'elle n'est pas déclenchée par la recherche.
ce n'est pas moi qui dit aux gens de créer leur profil Couchsurfing ou que sais-je. Donc, on peut voilà, avoir oublié la notion de performance, le contexte social qu'il peut y avoir autour. Et il faut se rappeler que non, en ligne comme ailleurs, hein, en fait, la donnée n'est jamais transparente dans une certaine mesure. Ça me mène à mon troisième écueil, qui est l'oubli de la contextualisation. Ça revient un peu à notre postulat épistémologique de base, le continuiste. Trop évacuer les intentions, trop évacuer ce qui peut se passer hors ligne, trop évacuer voilà, les agendas, des fois peut-être politiques, des réseaux et des créateurs de réseaux, etc., de ce qu'ils peuvent, les algorithmes, les intentions qui peuvent être derrière. Ça a un impact problématique, pareil, sur la surinterprétation, sur la qualité de la donnée qu'on crée, en fait. Encore plus qu'ailleurs, si on fait de l'ethnographie en ligne, je pense qu'on doit trianguler, on doit contextualiser. Et cette contextualisation peut passer par plein d'autres méthodes, mais elle est vraiment nécessaire et essentielle. Écoutez, ça clôt ma présentation pour moi. Je vais terminer en mettant à l'écran les références bibliographiques pour les personnes qui seraient intéressées de les rechercher. Hein. C'est toutes celles que j'ai mobilisées dans la présentation. Pour conclure, je dirais, j'espère voilà, que cette intervention vous a permis peut-être de mieux cerner l'ethnographie en ligne, vraiment les superbes ressources, je trouve, méthodologiques, mais aussi analytiques qui sont à notre disposition, mais bien sûr aussi hein, la nécessaire vigilance scientifique qui les accompagne.